Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est plutôt des petites révisions sur ce que sont les fonctions. Et ce à quoi on va s'intéresser, c'est les fonctions d'une variable réelle. Donc, c'est des choses que vous connaissez déjà, en fait, tout ce dont on va parler. Soit on l'a vu on a vu les notions qu'on va aborder aujourd'hui, on les a déjà vues au premier semestre, soit vous les avez vues au lycée. Et s'il y a certaines choses que vous n'avez jamais vues, il faudra me le dire aussi parce que du coup, il faudra peut-être que je donne un petit peu plus de détails. Alors, avant de commencer vraiment cette partie du cours, j'aimerais faire un petit interlude sur mon boulanger qui est également mathématicien. À ses heures perdues, enfin, il est un peu mathématicien sans le savoir. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors du premier cours, on avait essentiellement introduit les nombres réels en se basant sur un exemple qui est le calcul de pi. Ouais, c'est horrible de vous montrer ça le matin, je suis bien d'accord. Surtout que j'ai pas beaucoup petit déjeuner moi-même. Mais bon, c'est comme ça, OK? Donc, ça y est, je suis perdu. Oui, donc pour vous rappeler que, je vous rappelle, donc pi, on l'avait défini comme étant, l'aire du disque de rayon 1. Et essentiellement, ce qu'on avait fait, c'est on avait encadré pi par l'aire de polygones qui était soit inscrit dans le cercle, soit qui contenait le cercle. Voilà, donc comme tout nombre réel, il n'est pas défini de manière exacte. On ne peut pas écrire pi égale, je sais pas moi, 3/4 ou 3,5. La seule chose qu'on peut définir pour pi, et la manière de définir pi, c'est de le définir à l'aide d'une suite d'approximations. Et c'est ça un nombre réel, c'est une suite d'approximations. OK, et plus précisément une suite de Cauchy. Alors, il s'avère qu'en général, pi n'est pas défini comme ça. Enfin, souvent. En tout cas, la définition que vous avez pu voir. Alors, attendez, je partage un autre écran. C'est plutôt celle basée sur le périmètre du cercle. Donc, la définition que vous avez, en général, c'est pi, c'est égal, enfin 2 fois pi, c'est le périmètre du cercle. Attendez, je vais changer la taille parce que c'est trop large. Du cercle de rayon 1. Oula. De rayon 1. Ça, c'est une première définition. Et nous, on n'a pas utilisé cette définition, en fait. Trop de sucre en une... Ouais, c'est pas bon pour la santé, trop de sucre en une seule image. Et nous, on n'a pas utilisé cette définition. On a dit que pi, c'était égal à l'aire du disque de rayon unité. Ok, et donc la question qu'on est légitimement en droit de se poser, c'est pourquoi ces deux valeurs, c'est les mêmes. La question qu'on se pose, je vais écrire ça comme ça, c'est pi égale pi, mais pourquoi pi égale pi? Ok. Et en fait, notre boulanger, sans le savoir, il a démontré que pi est égal à pi. Ok, alors attendez, je vais revenir à mon boulanger 2 secondes. Hop, hop, hop.
Donc, vous voyez, il a découpé des parts de tarte ou de flan, là, je ne sais pas, ou de gâteau, en tranches, et puis il les a réorganisées de sorte à fabriquer une sorte de colonne. Et avec ça, j'affirme qu'il a montré, probablement sans le savoir, que pi était égal à pi. Alors pourquoi ça? Alors on va essayer de regarder ça un petit peu plus en détail. OK. Alors il a découpé sa tarte en petites sections, donc ça j'ai déjà pré-découpé. Et ensuite, il a tout réorganisé. Alors, hop, on va réorganiser les parts comme il l'a fait. Donc, il a une première part ici. Après, la deuxième part, ce qu'il a fait, c'est il l'a tourné. Alors, hop, oula. Ah. Attention. Voilà, il a tourné sa barre. Hop. Et puis, il l'a mise ici. Comme ça. Hop là. OK. Après, il a pris la deuxième part. Puis, il a fait pareil. Alors, attendez, je vais essayer de faire ça plus rapidement. On va mettre l'outil de rotation. Voilà. Hop. Ensuite, il a pris sa troisième part. La quatrième part, excusez-moi. Et il l'a tourné également. Il l'a mise là. Il a pris encore une autre part. Là, celui-là, il la colle juste. Non, en fait, c'est pas ça qu'il a fait. Hop. Il l'a mis ici. Alors attendez, j'aurais peut-être dû le faire un tout petit peu différemment pour que ce soit plus clair. Attendez, hop. Je vais tout tourner un petit peu pour que ce soit joliment vertical. Ouais, c'est plutôt comme ça qu'il est. Hop, celui-là aussi, on va le tourner pareil. OK. Donc ensuite, il a pris cette part-là, il l'a mise là. Hop. Attendez, je baisse ça. Vite. Alors, il a pris cette part-là, il l'a mise encore sur le dessus. Là. Il a pris cette part. Hop, il l'a mise là. Hop. Il a pris cette part. Il l'a mise ici. Hop, et enfin, il y a une dernière part. Hop, qui est mise là. Voilà. On va réaliser un tout petit peu le tout. OK. Donc, nous, ce qu'on sait pour l'instant, c'est, d'après notre définition, c'est l'aire de ce disque, je vais noter A, c'est égal à pi. Ça, c'est notre définition de pi. Pour la tour de Pise, c'était un petit peu... C'était un peu penché tout à l'heure.
D'accord, donc l'aire de ce truc-là, c'est aussi pi, hein, évidemment, hein, on n'a rien changé. OK? Mais l'aire de... On voit que ce truc-là, donc une fois que j'ai réorganisé mes parts en colonnes, bah, essentiellement, oui, justement, c'est une colonne. Hein. C'était le but du jeu, hein, c'est pour que ça rentre mieux dans son étalage. Donc, elle a une certaine hauteur. Et puis, elle a une certaine largeur à la base. Bon, la largeur, vous voyez que essentiellement, en tout cas, si je fais des parts assez petites, qu'est-ce que c'est? C'est le rayon de mon disque. Hein, on est d'accord? Et la hauteur, que se passe-t-il? On voit que ici, on parcourt le cercle, enfin ces différents arcs de cercle. Et si je parcours tous les arcs de cercle qui sont là, et puis tous les arcs de cercle qui sont de l'autre côté, je parcours le périmètre entier. Donc la hauteur h, c'est égal, encore, je vais noter P le périmètre, P ça va être le périmètre, c'est égal encore au périmètre donc divisé par 2, hein, puisque 2 fois h, ça fait le périmètre. Et vous connaissez tous la formule qui vous dit que pour un rectangle, donc ça c'est essentiellement un rectangle, en tout cas si les parts sont assez petites, au pire vous pouvez même, si vous voulez un truc plus précis, découper la dernière part en deux et la coller en bas. Donc c'est égal à la hauteur de ma colonne fois la longueur de la base, donc R. Donc maintenant je peux remplacer par le périmètre divisé par 2. Et donc on trouve la formule qu'on voulait pour le périmètre, c'est-à-dire qu'on trouve que le périmètre c'est 2 fois pi. Hop, 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 hop. OK? Je vais arrêter ça, ça suffit. Voilà. Donc en fait, la prochaine fois que vous irez chez votre boulanger, vous pourrez penser à ça s'il a disposé ces gâteaux comme sur le transparent. Alors, hop. Bon, j'imagine que le boulanger pense pas à ça quand il fait son étalage, il prépare son comptoir, sa devanture, mais bon, peu importe, ça m'amuse de penser qu'il y pense. Ok, revenons à nos moutons. Donc, à l'objet du cours lui-même d'aujourd'hui. Donc, on va étudier les fonctions de R, soit à valeur dans R, soit de manière plus générale, à valeur dans Rn, donc à valeur vectorielle, c'est-à-dire que f peut avoir plusieurs coordonnées. Alors, oula, c'est pas très épais ça, on voit pas très bien. Attendez, je vais reloader, peut-être que ce sera plus joli. Ça m'étonnerait, mais on va voir. Ouais, c'est très très maigre. Alors attendez, je vais changer ça. Alors, Soapweeds. On va essayer ça. Est-ce que ça c'est mieux? Pas beaucoup mieux. Mmh.
Ah oui, attendez, je ne changeais pas ce qu'il fallait. Voilà, c'est quand même plus joli. Donc il y a un certain nombre de fonctions que vous connaissez déjà, bien. Et alors, notamment, c'est des fonctions assez basiques, telles que là, il y a les fonctions cosinus et sinus. Les fonctions type x donne x carré, la fonction exponentielle, etc., etc., etc. Donc, on va voir toutes ces fonctions-là tout de suite. Et je vous rappelle un petit peu la tête que chacune d'elles a afin que... Alors, attendez, je change toutes les largeurs de mes plots parce que, histoire qu'on voit quelque chose. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Donc le graphe de la fonction cosinus, voilà, je vous rappelle, ça fait une sorte de petite vague comme ça qui continue de manière infinie. Donc ça, c'est le graphe de la fonction qui a x associé x au carré, donc c'est ce qu'on appelle une parabole. Autre exemple, le graphe de la fonction x donne exponentielle x. Alors ça, vous êtes peut-être un petit peu moins familier avec cette fonction-là, et par ailleurs, on ne l'a pas véritablement définie jusqu'à maintenant. On a vu juste la définition de E, c'est-à-dire du nombre de l'air, et à partir de laquelle c'est relativement facile de définir la fonction qui a x associé exponentielle x. Le graphe de la fonction x associe 1 sur x, etc., etc. Alors là, il faut faire attention pour cette fonction-là, puisque ce n'est pas vraiment une fonction dont l'ensemble de départ, c'est tout l'ensemble des réels, mais c'est une partie de l'ensemble des réels. Et évidemment, cette fonction-là n'est pas définie pour x égale 0. Donc, on dit que le domaine de f, c'est R étoile, qui correspond à R privé de 0. On va y revenir un petit peu tout à l'heure sur les définitions de base, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce genre de choses et ces fonctions qui, à un réel, associent un réel ou un vecteur? C'est tout simplement que dans tout ce qui est modélisation, enfin dans beaucoup de problèmes de modélisation, c'est des fonctions qui apparaissent. Et souvent, ces fonctions, c'est des fonctions du temps. Par exemple, on pourrait étudier la position d'une voiture en fonction du temps. Et cette position, on la notera en général x de t. Alors, il faut faire attention parce que x, parfois, ce n'est pas une variable, c'est peut désigner une fonction. Et donc, x de t, ce serait la fonction ici en fonction du temps d'une voiture qui se déplacerait selon une route. Et x de t, ce serait essentiellement la distance parcourue par la voiture au bout d'un temps t. Hein, très bien. Vous voyez, cette fonction, ce n'est pas forcément une fonction type cosinus et sinus. Hein. Ça peut être vraiment n'importe quoi parce que le conducteur, il fait ce qu'il veut, il peut accélérer, il peut ralentir, il peut s'arrêter, il peut même faire marche arrière, etc. etc. Alors, en physique, essentiellement, c'est cette notion de fonction, telle qu'on la connaît actuellement, elle a été vraiment rendue indispensable par l'étude de systèmes mécaniques et en particulier l'étude de la physique du point matériel qui décrit à la fois le mouvement des planètes et le mouvement des objets soumis à la gravitation sur la Terre. Donc là, par exemple, ce que je vous ai mis, c'est un système d'équations. Alors, pour l'instant, ça reste peut-être un petit peu chinois pour vous, mais ce sera plus clair pas nécessairement à la fin de ce cours-là, mais dans quelques cours. Hein. C'est des systèmes qu'on souhaiterait étudier, en fait. Et on a besoin de la notion de fonction pour pouvoir comprendre ce qu'ils signifient. Et là, ce que j'ai mis, c'est donc les lois de Newton, qui vont décrire, par exemple, le mouvement d'un boulet de canon sur la Terre. Alors, je vous explique un petit peu juste ce que signifie ce système. Donc, la première équation, c'est indiquer que V avec un point de t, c'est égal à un vecteur 0 moins g.
La deuxième équation, c'est x avec un point dessus, c'est égal à v. Puis ensuite, j'ai deux équations. C'est x en 0, c'est égal à une certaine valeur x0, et v de 0, c'est égal à v0. Alors tout d'abord, ici, x et v sont toutes deux des fonctions du temps. X représente la position du boulet de canon et v sa vitesse. Donc, ces deux quantités, x de t et v de t, ce sont des vecteurs. Parce que le boulet de canon, il se déplace dans l'espace. Donc là, dans le cas qui est représenté sur le transparent, il se déplace dans un espace bidimensionnel sur l'écran. Mais évidemment, dans la vraie vie, il se déplacerait dans un système tridimensionnel, puisqu'on vit dans un espace 3D. Donc là, j'ai fait comme si notre monde était bidimensionnel. Donc, comment est-ce que… Alors, il s'avère que si on connaît la position initiale du boulet de canon, donc initiale, c'est au temps t égale 0, si on connaît x0, et si on connaît la vitesse initiale du boulet de canon, v de 0, c'est-à-dire avec quelle vitesse on envoie le boulet de canon, on peut prévoir sa trajectoire, c'est-à-dire la valeur de x de t et de la vitesse v de t à tout temps t, pour tout temps t. Enfin, pour tout temps t plus grand que 0. Et pour ça, on a besoin juste de deux équations qui, d'une part, relient la vitesse et la position. Donc, x point avec un point, ça représente la dérivée de x par rapport au temps. Donc, il y a plusieurs notations pour la dérivée. Vous n'avez sûrement pas nécessairement vu cette notation avec un point, mais essentiellement, il y a trois notations qui sont toutes utilisées de manière à peu près équivalente. Donc, pour dériver une fonction, on peut mettre un point au-dessus. On peut mettre un prime juste après la fonction. On peut noter ça dx divisé par d de t, par exemple, si on dérive par rapport au temps, si notre variable, elle s'appelle t. Donc, il y a trois notations et il n'y en a pas vraiment une qui est plus utilisée que les autres. Souvent, si la variable physique, c'est le temps, on met un point pour la dérivée. Et je pense que c'est la notation avec laquelle vous êtes là. C'est de la méca, ouais. Comme le dit Yann. Comme vous êtes, donc la notation avec le point, vous l'avez peut-être jamais vu. Donc la deuxième équation, x point de t égale v, ça signifie juste que la vitesse, c'est la dérivée de la position en fonction du temps. Et la première équation, c'est l'équation fondamentale, c'est la seconde loi de Newton, qui vous dit que la dérivée de la vitesse, donc la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération, c'est égal à l'accélération terrestre. Et l'accélération terrestre, c'est un vecteur qui est orienté vers le bas, donc du type 0 moins g. Donc avec ces équations, on peut calculer la trajectoire du boulet de canon. Alors, il faut que je clique sur le canon et hop, voilà, en fonction du temps. Je refais, hop. Voilà. Donc là, on a en fonction du temps la trajectoire de notre boulet de canon. Et donc là, il y a deux manières, je spoil un peu, de déterminer la trajectoire du boulet de canon. Et une première manière, c'est on peut trouver des formules qui vont nous donner explicitement la position x de t en fonction du temps t. Bon, essentiellement, on peut montrer que le boulet de canon suit une trajectoire qui est une parabole inversée. La deuxième manière, et c'est ce qui est fait ici, c'est même si on ne connaît pas la solution exacte, on peut trouver une approximation numérique en se basant sur les équations qui sont ici données. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle discrétiser ces équations-là pour pouvoir les résoudre, entre guillemets, numériquement. Donc, on ne les résout pas à la main, mais on les résout numériquement. Et l'avantage de ça, c'est que ça permet de résoudre des équations qui sont beaucoup plus compliquées, où on n'a pas nécessairement des expressions de la solution explicite. Donc ça, c'est pour la partie motivation, hein. Donc, je ne donne pas de détails particuliers, c'est juste pour vous expliquer pourquoi on s'intéresse à ces fonctions qui dépendent d'une variable réelle, là en l'occurrence le temps, c'est souvent le temps. Alors, juste au passage,
un système d'équations qui est un petit peu similaire, qui est un petit peu plus d'actualité. C'est l'étude de la propagation des épidémies. Donc, évidemment, tout le monde en entend énormément parler en ce moment à cause du Covid-19. Et donc ici, j'ai représenté le système d'équations. Enfin, c'est une modélisation qui est assez simple, mais qui décrit relativement bien la réalité, qui va décrire comment le virus se propage au cours du temps. Donc à nouveau, c'est un système qu'on appelle d'équation différentielle. Donc on a trois inconnus, cette fois f, g et h, trois fonctions. Et ces fonctions, les dérivées de ces fonctions sont reliées les unes avec les autres. Alors juste pour vous expliquer, donc la première fonction f, c'est la proportion de personnes qui sont non contaminées, qui n'ont pas été atteintes par le virus du tout. Donc G, c'est la proportion de gens qui sont contaminés et contaminants, hein, c'est-à-dire qu'ils ont contracté le virus il n'y a pas trop longtemps et ils ne sont pas encore immunisés. Et H, c'est la proportion de personnes qui ont été contaminées et qui sont guéries. Hein, alors, soit qui sont guéries et qui sont plus vecteurs du virus, elles sont immunisées, elles ne sont plus vecteurs du virus, ou bien elles sont mortes. Hein. Donc forcément, quand vous êtes mort, vous contaminez plus personne. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu le système, ce système dépend de deux paramètres, alpha et bêta. Et le fameux R0 dont on parle énormément, il dépend justement de ces paramètres alpha et bêta. C'est-à-dire que alpha et bêta, ça détermine le R0. Alors, comment est-ce que ça marche? Ça marche de la manière suivante. Tout d'abord, le nombre de gens qui sont non contaminés, le nombre de gens non contaminés, il peut juste diminuer. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est non contaminé, la seule chose qui peut lui arriver, c'est d'attraper le virus, ou bien il lui arrive rien s'il a de la chance. Et donc, en une période de temps donnée, le nombre de gens qui vont passer d'un état non contaminé à un état contaminé, c'est proportionnel essentiellement au nombre de personnes qui portent le virus et qui sont vecteurs du virus qu'ils vont rencontrer. Et ce nombre de personnes, c'est G. Donc du coup, parmi les gens non contaminés, donc qui sont au nombre de F, il y a une proportion G proportionnelle à G, enfin de l'ordre de G, de l'ordre de grandeur de G, qui vont être contaminés. Et donc le nombre de gens qui vont être contaminés en un temps donné, c'est proportionnel à G fois F. Et ici, alpha, c'est un coefficient qui va vous dire si essentiellement le virus est très contagieux, si les gens s'embrassent dans le métro, etc., et on va avoir un alpha très grand. Si le virus est peu contaminant et que les gens font attention à respecter ce qu'on appelle les mesures de distanciation, on va avoir un alpha petit. OK. Alors, on va passer après directement à la dernière équation, donc, qui nous donne la proportion de gens qui sont contaminés et qui soit meurent, soit réussissent à guérir du virus. Et ça, c'est juste une proportion des gens qui sont couramment contaminés. Hein, donc, c'est un bêta fois G. Donc, plus bêta est grand, plus ça veut dire que plus bêta est grand, moins les gens restent vecteurs du virus longtemps. Soit parce qu'ils guérissent très vite, soit parce qu'ils meurent très vite. Et l'équation du milieu, donc qui correspond à la variation au cours du temps des personnes contaminées, c'est juste la somme des deux termes précédents. Hein, puisque, évidemment, le nombre de gens totaux, hein, puisque les morts, on les compte dans notre population, tout le temps, il reste constant. Okay, donc, les gens qui passent
Il faut donc, dans la variation des proportions contaminées, il faut compter en positif ceux qui passent de la catégorie non contaminée à contaminée. Donc, c'est le premier terme alpha G fois F. Et en négatif, ceux qui passent de la catégorie contaminée à non contaminant. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de la méca, ça peut représenter les évolutions des épidémies, etc. etc. Et donc, ça, c'est très important en ce moment comme système. Donc, on essaiera probablement de l'étudier un petit peu plus en détail, puisque l'évolution de ce système, elle est dictée par les valeurs respectives de alpha et de bêta. Donc, dans un monde où, donc, dans le pire des cas, on a à la fois alpha très grand, c'est-à-dire qu'on contamine beaucoup de gens. Une personne contaminée, on contamine beaucoup d'autres. Et bêta très grand, c'est-à-dire qu'elle le fait pendant très longtemps. Donc, ça, c'est le pire des cas, alpha et bêta grand. Ensuite, on a le cas où alpha est relativement faible et bêta grand. Ça veut dire qu'une personne n'est pas vraiment contaminante une fois qu'elle a chopé le virus. Mais par contre, comme elle le porte longtemps, elle va quand même réussir à contaminer probablement beaucoup de gens. Et il y a le cas où on a bêta, alpha grand et bêta faible. Donc, ça veut dire que la personne, une fois qu'elle est contaminée, elle est très contaminante, mais elle guérit très vite ou elle meurt très, très vite. Et à ce moment-là, en fait, bon, potentiellement, ce n'est pas nécessairement très grave, entre guillemets, parce qu'elle elle sera très contaminante, mais elle n'aura pas le temps de contaminer beaucoup de personnes. Donc, une fois qu'on connaît ces paramètres alpha et bêta, on peut prédire l'évolution de l'épidémie. Évidemment, la grande question, c'est de connaître les valeurs de ces coefficients alpha et bêta. Alors, le coefficient bêta, on le connaît à peu près, hein, parce que ça, c'est indépendant de tout. Ça dépend juste de la nature du virus. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. On sait que les gens, au bout de 15 jours, à peu près, ils guérissent, ou bien s'ils sont contaminés, au bout d'un mois, ils meurent. Par contre, le coefficient alpha, il dépend beaucoup des mesures qu'on va prendre, hein, notamment des mesures de distanciation qu'on va prendre. Et là, maintenant qu'on est rentré dans une phase de déconfinement, entre guillemets, cette valeur de alpha va augmenter et donc ça risque de créer ce qu'ils appellent une deuxième vague. Donc, il ne faut pas qu'il augmente trop. Il faut faire attention, pensez à respecter les mesures de distanciation pour vous et pour éviter qu'on se retrouve reconfiné dans un mois. Ok, alors une autre application où on a besoin de fonctions pour essayer de modéliser ce qui se passe, c'est en finance, où ici, j'ai représenté le graphe de la fonction Facebook. C'est quoi stonk? Ok. Stonks. Ok. Au cours du temps, donc entre juillet 2013 et octobre, enfin avril 2017, ouais, ça doit être ça. Ok. Et bon, évidemment, ce qu'on aimerait faire, c'est essayer de comprendre comment une action varie au cours du temps et essayer de modéliser ce type de phénomène. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est que à nouveau, cette fonction-là, elle n'est pas du tout, pour le coup, elle n'est pas déterministe, hein, mais ça reste une fonction. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prévoir exactement comment va varier l'action Facebook. Vous ne pouvez pas non plus la décrire avec des fonctions mathématiques simples telles que cosinus, sinus. Et puis, il y a une autre caractéristique intéressante de cette fonction, c'est qu'elle est très oscillante. Vous voyez, hein, il y a plein de petites oscillations. Ça augmente un petit peu, ça descend un petit peu, et ce n'est pas une fonction qui est aussi lisse que les fonctions qu'on a vues précédemment, donc les graphes des autres fonctions. Et on dit qu'elle est moins régulière que la fonction cosinus ou sinus, qui est une fonction bien lisse et bien gentille. Donc, on va parler beaucoup de régularité de fonction, et on va dire qu'une fonction essentiellement est régulière si son graphe est bien lisse. Et quand elle n'est pas lisse, on va dire qu'elle est moins régulière. Donc, le graphe de la fonction du prix de l'action Facebook, ce n'est pas quelque chose de très régulier. OK.
Alors maintenant qu'on a essayé un petit peu de motiver pourquoi on s'intéressait aux fonctions, en présentant un certain nombre d'applications de l'usage des fonctions d'une variable réelle à valeur soit dans un autre réel, soit dans un espace vectoriel, je vais faire quelques petits rappels sur les fonctions. Alors, excusez-moi, d'ailleurs, je vais sauter ce transparent-là, je vais revenir en arrière. Voilà, enfin, je reviendrai en arrière tout à l'heure parce que j'ai inversé 2 transparents par mégarde. Donc, petit rappel sur ce qu'est une fonction. Donc, ça, c'est un rappel général sur les fonctions de x à valeur dans y, où x et y, c'est deux ensembles quelconques. Hein. Ce n'est pas nécessairement R ou Rn, c'est n'importe quoi. Alors, en fait, on définit une fonction par l'intermédiaire, je vous le rappelle, de son graphe. Ça, on avait vu ça au premier semestre. Donc, le graphe, en l'occurrence, on va le noter G, c'est un ensemble de x croix y, et doit vérifier une certaine propriété. On avait vu ça, hein. Tous les sous-ensembles de x croix y, ça ne peut pas correspondre au graphe d'une fonction. Donc, pour que ça représente le graphe d'une fonction, il faut que quel que soit petit x appartenant à l'ensemble grand X, donc grand X ça va être l'ensemble de départ, grand Y l'ensemble d'arrivée, ou bien si vous représentez votre graphe vraiment comme une application de R dans R, c'est-à-dire x égale R, Y égale R, vous pouvez garder ça en tête. G, donc c'est un sous-ensemble du plan, et ça va être un graphe si, quel que soit x sur l'axe des abscisses, il existe, alors le point d'interrogation, ça se lit un unique, hein, on l'avait vu également. Donc il existe un unique y sur l'axe des ordonnées, tel que le couple xy, donc le point xy, appartient au graphe. Donc G, ça va s'appeler le graphe de f. Et on va noter que y égale f de x, c'est une notation abrégée pour dire que le couple xy appartient à G. Plutôt que marquer xy appartient à G, on va noter ça en général, y égale f de x. Voilà, donc hop, du coup je vais revenir en arrière au transparent que j'ai zappé. Donc, sur les fonctions, on peut faire différentes opérations, notamment l'opération de composition de fonctions. On va avoir un certain nombre d'opérations, et notamment ça permet à partir, une fois qu'on a défini une ou plusieurs fonctions, de définir d'autres fonctions. Donc la composition, l'idée, c'est de faire deux opérations successives. Donc, vous avez première fonction G qui va de grand X à valeur d'un grand Y, donc de deux ensembles X et Y. Une deuxième fonction F qui va d'un ensemble grand Y à un ensemble grand Z. À partir de ces deux fonctions, on peut construire une nouvelle fonction qu'on va noter G rond F qui va directement de grand X à valeur d'un Z et entre guillemets en passant par Y. L'idée, ça consiste à prendre X, à lui appliquer G, donc à calculer d'abord G de X. Donc en ce moment-là, on obtient un élément de grand Y. Et puis ensuite, on calcule F de G de X pour obtenir un élément de Z. Et on note ça F rond G, avec un rond bien circulaire entre le F et le G. Alors, un tout petit exemple, si vous avez F égale X au carré, G égale cosinus de X au carré. Donc, si on fait F rond G, donc ça veut dire qu'on prend X, on lui applique d'abord G, donc on obtient cosinus X. Et ensuite, on prend le résultat et on lui applique la fonction F qui met au carré son argument. Donc, du coup, f rond G, ça va être cosinus de x, le tout au carré. Alors, dans le cas présent, ici, pour f et g, ce sont deux fonctions qui ont les mêmes ensembles de départ et d'arrivée, c'est-à-dire x, y et z, tout est pareil. Donc, je peux aussi calculer g rond f. Et là, il faut faire attention parce que f rond G et g rond f, ce n'est pas pareil. Hein. Si je fais g rond f, ça signifie que je prends x, je lui applique d'abord f, j'obtiens x au carré. Et après, sur ce résultat, j'applique la fonction cosinus. Donc, si on fait g rond f, c'est cosinus de x au carré. Donc, il faut bien retenir ici, déjà la définition de la composition et le fait que f rond g et g rond f, si on inverse l'ordre de la composition, ce n'est pas du tout la même chose. OK. Alors, quelques petites définitions pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc, l'ensemble X
on le note D de f, donc comme le domaine de f, et ça s'appelle parfois l'ensemble de départ de la fonction. L'ensemble y, c'est l'ensemble d'arrivée, il n'y a qu'un nom pour le coup. F de x, f de grand X égale im de f, c'est l'image de f. Donc l'image de f, c'est l'ensemble des points sur l'axe des ordonnées hein, qu'on peut atteindre. C'est-à-dire tel qu'il existe x pour lequel y est égal à f de x. Donc c'est l'ensemble de tous les f de x possibles. OK. Et en général, la notation qu'on utilise est la suivante pour dire qu'on s'intéresse à une fonction f qui va de x dans y, qui à x associe un certain quelque chose. Alors on note soit f de x, soit l'opération qu'on effectue. On note ça de manière condensée ainsi. Donc attention pour la deuxième ligne ici. C'est une flèche un peu particulière. Il est important de mettre sur la flèche à gauche une petite barre verticale. Et ça signifie qu'à x, on associe f de x. Alors, nous, on s'intéresse, là, je vous ai fait des rappels sur les fonctions en général, donc telles qu'on les avait vues au premier semestre. Et nous, on s'intéresse plus spécifiquement aux fonctions de R dans R ou aux fonctions de R dans Rn. Donc, ça va être plus précisément des fonctions dont le domaine de définition est inclus dans R et dont le domaine d'arrivée, c'est R ou potentiellement R2, R3, R4. OK. Alors, encore quelques petites notions sur les fonctions. Donc, tout d'abord, sur les fonctions réciproques et sur la notion d'injectivité et de bijectivité. Donc, surjectivité, injectivité, bijectivité. Donc, à nouveau, c'est des choses qu'on avait vues au premier semestre, donc petit rappel. Donc, on va dire que f est surjective si l'ensemble d'arrivée, c'est l'image de f. Ça signifie que pour tout élément petit y dans grand Y, il existe un x tel que f de x égale y. F est injective si et seulement si f de x égale à f de y, ça implique que x est égal à y. Ça signifie que deux éléments différents, si on a x différent de y, on a nécessairement f de x différent de f de y. Une autre manière de le formuler. Donc si c'est à la fois surjectif et injectif, on a une fonction qui est bijective. Et on peut définir la fonction réciproque de f, qu'on va noter f-1, qui est obtenue en permutant le rôle de x et de f de x dans la définition du graphe. Donc, G de f-1, donc f-1 c'est la fonction réciproque associée à f. Elle est définie par l'intermédiaire de son graphe de la forme f de x égale x. Donc essentiellement, ce que ça vous dit, c'est si vous faites f de f-1 de x, ça va vous faire x. Et si vous faites également f-1 de f de x, vous retombez sur votre patte, c'est de nouveau x. Il ne faut pas confondre f moins 1 et 1 divisé par f, et l'inverse de f. C'est assez troublant parce que c'est exactement la même notation en maths, on ne fait pas la distinction entre les deux. Donc c'est souvent le contexte qui va vous dire si f-1 c'est la fonction réciproque de f ou si f-1 c'est 1 divisé par f. OK, donc quelques exemples de fonctions réciproques ou pas réciproques. Donc là, vous voyez, j'ai représenté le graphe de la fonction cosinus x. Et si on veut obtenir, voir si la fonction cosinus x est inversible, ce qu'on fait, c'est qu'on va permuter le rôle de x et de y dans le graphe. Et ça revient à faire une symétrie par rapport à la diagonale. Donc, je fais la diagonale, paf, et je vais faire la symétrie du graphe. J'obtiens cette fonction-là. Enfin, cet ensemble-là. Et vous voyez que la courbe en rouge, ce n'est pas le graphe d'une fonction. Pourquoi ce n'est pas le graphe d'une fonction? Parce que ça ne vérifie pas la propriété qu'on a donnée au début, qui était nécessaire pour qu'un graphe définisse une fonction. Et en particulier, il était nécessaire que, en tout point de l'axe des abscisses, ici, il existait un unique point
sur l'axe des ordonnées telles que x et y appartenaient au graphe. Alors là, par exemple, si je prends 0, vous voyez qu'il y a plein de points sur le graphe qui ont comme ordonnées x égale 0. Et pour que ce soit une fonction, il faut qu'il y en ait un et un seul. Et là, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas cette courbe rouge, ce n'est pas le graphe d'une fonction. Et donc, ça me dit que la fonction cosinus, elle n'est pas bijective. Alors, si je prends la fonction exponentielle de x, je vais faire la même opération. Donc, je prends la diagonale de mon repère. Je représente la courbe obtenue par symétrie du graphe initial. Et pour le coup, j'obtiens le graphe d'une fonction. Il faut juste faire attention au domaine de définition de cette fonction, puisque si je prends un x négatif, je vais avoir aucun élément de ma courbe verte qui va avoir une abscisse négative. Donc le graphe, ma fonction, elle va avoir un ensemble de définitions sur l'ensemble des x strictement positifs. Donc elle est bijective de R, mais à valeur dans l'ensemble des réels strictement positifs qu'on note R plus étoile. Et la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est une fonction également très importante. Et sa fonction réciproque, c'est le logarithme népérien, qu'on note ln ou log parfois. Donc l'image réciproque, la fonction réciproque de la fonction exponentielle, c'est le logarithme. Donc ça signifie que si vous calculez le logarithme de l'exponentielle de x pour n'importe quel x, c'est x. En dernier petit exemple, la fonction 1 sur x. Alors, je vais faire la même opération. Je prends la diagonale et je vais symétriser le. Je prends le symétrique du graphe et le symétrique du graphe, c'est lui-même parce que le graphe est symétrique par rapport à la diagonale. Donc, la fonction x associée 1 sur x, elle est bien bijective de R étoile dans R étoile. Et sa fonction réciproque, c'est elle-même. Si vous faites. Si vous prenez x, vous calculez 1 sur x, et puis après, vous recalculez l'inverse du résultat, vous retombez sur votre patin. L'inverse de 2, c'est 1,5, et l'inverse de 1,5, c'est 2, par exemple. OK, bon. Pouf. Alors, là, tout ce qu'on a vu jusque maintenant, c'est juste des petits rappels de choses que vous aviez vues précédemment. C'est juste un petit peu pour vous remettre en place les idées et juste un petit peu de motivation au début sur pourquoi on s'intéressait à ce genre de choses-là avec des exemples liés à la mécanique, à la finance et à l'étude de l'évolution des épidémies. Excusez-moi. Maintenant, on va s'intéresser à des choses un peu nouvelles, mais que vous avez par ailleurs probablement vues au lycée également. Donc, on a vu aux séances précédentes, on s'était intéressé aux limites de suite. En fait, là, on va s'intéresser beaucoup à des limites de fonctions. Alors, ce n'est pas vraiment des limites de fonctions, mais plutôt à des limites du type représenté ici, donc limite de f de x lorsque x converge vers a égale n. Et pour l'instant, nous, on n'avait pas ce genre de choses. Les seules choses qu'on a vues, c'était limite d'une suite un, par exemple, lorsque n tend vers l'infini. On avait un paramètre n, il tendait toujours vers l'infini, toujours, jamais vers 0, toujours vers l'infini. Et on calculait la limite d'une suite. Et donc, on avait donné la définition qui est ce qu'elle est. Okay. Et maintenant, on va introduire une nouvelle notion de limite sur les fonctions, où cette fois, le paramètre, qu'on note en général x, c'est un paramètre qui peut prendre des valeurs réelles, et on note x tend vers a. Donc, le a, ce n'est pas nécessairement l'infini. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette chose-là? Donc, il y a plusieurs manières de définir cette limite de f de x lorsque x tend vers a. Mais une des manières la plus simples de procéder, c'est d'utiliser ce qu'on sait déjà sur les suites. On connaît déjà une définition pour les limites des suites, et on peut réutiliser cette définition
pour définir la limite qui est au-dessus. Donc, on va dire que la limite de f de x est égale à L lorsque x tend vers A, c'est seulement si, quel que soit xn, donc une suite de Rn, telle que xn converge vers A, la limite de la suite f de xn, donc f de xn, ça donne une suite, est égale à L. Donc, dire que xn tend vers A, c'est essentiellement dire que xn se rapproche de A quand n est grand, c'est-à-dire que la distance entre xn et A devient petite. Et si j'ai ça, donc si j'ai une suite qui vérifie cette propriété-là, la deuxième équation, limite de f de xn égale L, ça me dit que lorsque n est grand, f de xn, ça doit être proche de petit l. C'est tout. Alors, on a des petites variantes par rapport à cette définition-là qui sont qui peuvent être utiles, donc je vous les donne. Et c'est des variantes assez infinitésimales. Alors, la première variante consiste à rajouter une condition sur x. C'est-à-dire qu'on va dire que on veut calculer la limite de f de x lorsque x tend vers A, x appartenant à A. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en fait, on va imposer un tout petit peu moins à notre pour pouvoir définir notre limite, c'est-à-dire qu'on va se restreindre. Ce truc-là, ça va être vrai. Déjà, si n'importe quelle suite convergeant vers A, limite de f de xn égale n, ça va rester vrai. En fait, ça nous suffit de se restreindre aux suites xn dont les éléments appartiennent à l'ensemble A. Alors ça, c'est intéressant, notamment lorsqu'on veut faire des limites à gauche ou des limites à droite. Par exemple, si on veut calculer la limite lorsque x tend vers 0+, c'est des choses que vous avez vues. Donc ça correspond à cette définition-là, avec où A serait égal à R+, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs. Alors, une troisième définition, qui n'est pas vraiment une autre définition, c'est le cas où la fonction f, parce que ça va nous intéresser aussi, n'est pas à valeur dans R, donc elle va de l'ensemble de départ ne change pas, c'est toujours l'ensemble des réels ou un sous-ensemble de l'ensemble des réels, mais à valeur dans R exposant n. Donc c'est la valeur vectorielle. Et on va dire que la limite de f de x est égale à L si, coordonnée par coordonnée, la im coordonnée de f converge vers la im coordonnée de L. Donc dans ce cas-là, f et L, ce ne sont pas des réels, mais ce sont des vecteurs, avec n coordonnées. Donc on reprend la même définition que la définition initiale, et ce qu'on souhaite, c'est que la limite de f indice i soit égale à L indice i pour tous les indices i allant de 1 à n, c'est-à-dire coordonnées par coordonnées. Alors, je vais donner quelques petits exemples de limites et puis je crois après qu'on va arrêter là le cours et après on commencera le TD. Que vous connaissez probablement, j'espère. Donc, par exemple, la limite de sinus x lorsque x tend vers 0, bah, c'est 0. Là, une limite un peu plus particulière, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Enfin, on a quasiment vu ça on a quasiment vu ça à la séance précédente, la définition du nombre de l'air. On avait que la limite de 1 plus 1 sur n exposant n était égale à E. Là, on le reformule d'une manière un petit peu différente, qui a les limites lorsque x tend vers 0 de 1 plus x exposant 1 sur x est égal à E. Donc, c'est un extrait un tout petit peu plus fort que ce qu'on avait vu la dernière fois, mais qui est équivalent. La limite de 1 sur x, x tend vers 0, x appartenant à R+. Donc, c'est la limite de 1 sur x par valeur positive. C'est-à-dire x tend vers 0, mais en étant positif, c'est plus l'infini. Et puis, un dernier petit exemple. Si vous faites la limite de x plus 1 au carré, donc ça, c'est une fonction à valeur dans R2,
eh bien, en fait, vous calculez la limite coordonnée par coordonnée. Donc, la limite de x lorsque x tend vers 0, bah, c'est 0. Et la limite de x plus 1 au carré lorsque x tend vers 0, bah, c'est 1. C'est 1 au carré, c'est 1. Voilà. Donc, la prochaine fois, on verra deux notions de régularité des fonctions, qui sont les notions de continuité et de dérivabilité. Alors, on va déjà les étudier un peu au cours de la séance de TD, parce que c'est des choses que vous avez déjà vues, au moins vous savez faire des calculs là-dessus, donc on va un petit peu réactiver ces choses-là. Et ces deux notions de continuité et de dérivabilité, elles sont associées à la régularité des fonctions. J'en ai un petit peu parlé lorsque je vous ai introduit j'ai donné l'exemple de la fonction du cours de l'action Facebook en fonction du temps, où on avait quelque chose qui n'était pas très régulier parce que le graphe était assez chahuté. Donc cette fonction, elle ne va pas être dérivable notamment, elle va être quand même continue mais pas dérivable. Et par contre, si on regarde le graphe de l'évolution de la position du boulet de canon en fonction du temps, ça c'est quelque chose de très lisse et ça va être une fonction continue et dérivable. Mais on verra ça la prochaine fois. Voilà, donc on va arrêter là pour cette séance au niveau du cours lui-même. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis du cours? Normalement, c'est surtout des rappels que j'ai faits, donc ça devrait Moi, aller. non, ça va. Ouais, ça va, ça va. Non, il n'y a pas de questions? Non, tout le Non, monde non. s'est endormi sur sa tasse de café ou un truc comme ça? Ok, bon. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Comme ça, chacun peut justement finir sa tasse de café ou éventuellement se fumer une petite cigarette tranquillement. Et on reprend dans un quart d'heure sur la séance de TD. Donc, j'ai mis la feuille de TD sur le Moodle. Donc, je vous laisse voilà, la récupérer. On se retrouve à, donc là il est 30, donc on se retrouve à 45, 9h45 sur, ici, sur Zoom. OK? Allez, Ok. à tout à l'heure.